Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal édition 62. L'ouragan Mathieu continue de se renforcer ce vendredi matin pour passer en quelques heures à peine de la catégorie 1 à la catégorie 3, devenant ainsi un ouragan majeur tandis qu'il se déplace dans les Caraïbes. Le Centre national de météorologie annonce pour ce soir des averses isolées sur certains départements du pays. Dans le contexte du passage de la tempête Mathieu, tous les départements du pays pourraient recevoir de fortes averses accompagnées de vents violents à partir du samedi 1er octobre. Lors d'une interview accordée à Radio Galaxy, le directeur du Centre national de la météorologie, Ronald Semelfort, exhorte les petites embarcations à ne pas s'aventurer en haute mer. Les populations des zones à risque doivent rester vigilantes en raison d'éventuels glissements de terrain et éboulements. Et nous-mêmes, dans ça concerne le pays d'Haïti, donc on attend et premier effet impact, donc il est capable de commencer demain et puis pour aller dimanche et peut-être même jusqu'à lundi. Donc chaque fait est déjà et Centre national de météorologie avec ce secrétariat permanent qui a géré les affaires risques et des assemblées de protection civile, demander tout le monde monter réactif parce que par rapport à ce système ça, il a commencé depuis au moins 4 jours. Donc, mais dans les prochaines heures, probablement, ou bien peut-être demain très tôt, dans les prochaines heures, système là avant mesure qu'on y a pour lancer vraiment une première phase d'alerte par rapport à cyclone ça qui constitue une menace réelle pour Haïti jusqu'à présent. Jeudi, c'est vendredi, commencement week-end, il y a des gens qui programment à ce là pour une petite sortie, pour une activité culturelle quand même. Et qui ça, ou qu'a dit moun sa yo? Ouais, pour Assoya, il y a faire activité culturelle pour Assoya, mais par contre pour demain soir, là, un peu plus. Et nous, qu'a conseillé moun yo, commencer à acheter fast food, mettez la caillou? Bon, s'il y aurait possibilité, mettez la taille et bon, acheter tout manger, ou à bouillir, comme ça. Hein, mais si c'est fast food, il y aurait possibilité d'acheter fast food là. Parce que acheter fast food là, il faut capable conserver le tout, hein. Faut capable conserver le tout, mais l'autre type de manger et faut pas besoin de conservation pour y aurait été bon. Et qui considération spéciale sous certains départements, monsieur le directeur? Oui, tout département doit montrer très vigilant par rapport à gros coups de vent, la pluie et avec tout gros risque d'inondation, glissement de terrain, éboulement, effondrement et puis avec zone côtière gros la mer autour. Et ti embarcation pas supposé prendre la mer, monsieur Semelfort? Non, pas du tout. Fort. Un présumé bandit a été tué par des policiers lors d'un braquage au Champ de Mars, non loin de l'Institut Haïtiano ce vendredi 30 septembre. Selon les témoins de la zone, il aurait attaqué les marchands de téléphone installés sur le trottoir. 3 autres se sont enfuis armés. Il s'agirait des mêmes bandits identifiés lors du braquage survenu à Carrefour de l'aéroport il y a de cela 2 semaines, où 6 personnes avaient été blessées par balle, selon l'un des policiers en service. Deuxième journée de tension et de protestation devant l'entrée principale du parquet de Port-au-Prince, 48 heures après la décision du ministère de la Justice de transférer le commissaire du gouvernement de cette juridiction, Maître Jean Danton Léger, à Jacmel. Plusieurs dizaines d'individus ont érigé de barricades de pneus enflammés, bloquant la circulation automobile. Ils ont fait savoir que Danton Léger n'ira nulle part et devrait continuer à travailler au parquet. Quitte ça pour tout le monde en général. Donc nous c'est pour nous camper avec. Oui, nous camper avec Danton, fille après Jacmel, Danton après là. Nous pas d'accord avec décision ministre. Non, nous pas d'accord avec décision ministre. Ministre, ça fait elle et pour mettre les clients pour boire sans sucre. Ah bah ma sissi, ah bah ma divine. Après ma sissi a bon Dieu dévoyé une femme à un garçon. Pour garçon vivre avec femme pas de pour femme de vivre pour garçon de vivre. Ça femme pas content ça c'est monde qui fait bien l'idée dans le pays pour aider jeunes qui beaucoup travailler. M'a demandé pour d'autorité là. Pourquoi ça fait pour travailler dans paquet? Parce que ça fait ça la pile prisonnier qui dans prison qui l'a pas jamais lagué du tout travail d'a fait. Même là il y a le balai. Même Jean qui l'a protéger nous là tout. Mais quel est mon Dieu
c'est normal, le ministre de justice, c'est lui qui nommé dans le temps, il a révoqué, il a transféré, il a révoqué le même. Et d'autres fonctionnels de matière. Comment c'est ce dossier-là, Massissia, qui est à cause du conseil de l'eau? Bon, tout le monde a dit le dossier Massissia, bon, nous-mêmes, les petits jeunes, nous allons dans Massissia. Nous allons dans Massissia. Nous manquons pour retourner dans le parc. Là, c'est ça, nous. Et tout le monde tourner nous jusqu'au bout. Vous pensez que vous avez bien agi dans le cadre de ce Massissia? Bien agi, carrément. Bon, nous allons dans Massissia. Et pour le président, André Sall. Il a fait violence sur Massissia. Non, il va faire ça. Et pour d'autres, on a fait ça. Et d'autres, on va dans le travail, nous faisons carré faire des choses là. Je fais la nous mobiliser pour nous léger tourner. Parce que nous-mêmes, comme si jeunes femmes, les jeunes garçons pour aider nous, les jeunes femmes qui pour aider nous. Et ça nous dit chose là, pour tout Massissia pour les David, la poulet. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti, par la voix de son porte-parole Mark Wilkins Jean, a rappelé au cours d'une conférence le 30 septembre l'engagement, le rôle et la mission de l'institution policière pour garantir la sécurité des électeurs et candidats au cours de la période électorale et le jour du scrutin. La police dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour être présente dans tous les coins et recoins du pays durant cette période conformément aux exigences de la loi. La neutralité des policiers est un élément crucial pour la réussite des élections du 9 octobre. Il invite les policiers à respecter et appliquer à la lettre les restrictions du directeur général de la police le jour du vote. Suivons les propos de Mark Wilkins Jean au micro de Jean-Guy Sadat Mémé et de Fablement Moralus. Neutralité et impartialité, d'entrée de jeu, n'a pas dit, c'est un engagement du haut état-major de la police nationale d'Haïti. Donc, ce n'est pas seulement l'inspection générale qui choisit de traiter ce sujet avec nous. Donc, c'est un engagement du haut état-major de la police nationale d'Haïti. Et pour que ça nous dit ça, c'est que DGA lui-même, en dehors de sécurité électorale, donc il fait de neutralité policière un sujet que le Québec a à cœur. Donc, il parlait de lui comme étant un élément crucial pour réussite prochaine journée électorale. L'inspecteur général en chef là, dans une allocution qu'il a prononcée dans le dernier symposium qu'il fait sur sécurité électorale, donc, il était souligné clairement que neutralité PNH là, c'est un point clé pour crédibilité élection. Et en fin de compte, si nous n'avons pas audié DGA, nous avons clôturé ce symposium ça. Donc, il dit que PNH là, il n'y a pas de parti politique, PNH là, lui-même, il n'y a pas de candidat. Donc, la neutralité et l'impartialité, c'est d'abord un engagement du haut état-major de la police nationale d'Haïti. On nous regarde qui ça qui gagne en termes de réglementation sous ça. Donc, c'est un engagement, mais il y a une réglementation qui fait que policiers, qui fait que l'institution policière est obligée neutre dans l'activité politique, notamment dans la question élection. Donc, dans l'article 8, loi qui crée la police, c'est la loi 29 novembre 1994, il clairement dit que tout fonctionnaire policier est essentiellement apolitique et ils soumettent aux ordres des autorités de police prévues par la loi. Donc, tous les fonctionnaires de police sont essentiellement apolitiques, suivant ce qui est écrit, suivant ce qui est dit dans la loi du 29 novembre 1994. Donc, l'article 7 de notre code de déontologie, que nous avons habitué à partager avant ici, là, il clairement dit que le fonctionnaire police est loyal envers l'institution républicaine, il intègre et il est impartial. Donc, la neutralité et l'impartialité, c'est prévu par la réglementation sur la police, notamment par la loi créant la PNH et par le code déontologie. Donc, il continue pour dire que la police là, il pas de parti de dignité dans aucune circonstance. Donc, ça veut dire que les policiers New York ont appliqué dans la question électorale là, donc, il n'y a pas dans aucune activité suspecte, donc, qui a fait que j'étais discrédit sur le nom de la police là. Donc, placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. Donc, code déontologie est clair. Donc, dans le prochain jour électoral, donc, le public là, il doit assurer le soulevé de respect la police là pendant la période électorale. Donc, l'article 7 code déontologie a dit que le policier a fait pour un respect absolu, quelle que soit la nationalité, origine, conditions sociales ou convictions politiques. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a dressé le bilan des activités menées pour le mois de septembre. L'institution a reçu 75 dossiers contre les policiers impliqués dans des agressions physiques, tirs injustifiés, corruption, 3
3 recommandations de renvoi, 3 policiers en isolement, 192 rétentions de chèques, 17 mesures conservatoires et 820 actes d'enquête. Le commissaire divisionnaire, Marc Wilkins-Jean, porte-parole de l'IGPNH, rappelle aux policiers leur mission qui est de servir et de protéger la population. Donc, pour moi, ça, donc, il y a 3 policiers qui sont isolés. Donc, une isolé pour corruption, une pour négligence grave, une pour tir injustifié. Donc, moi, ça, en termes de dossier traité signé et que nous voyons la direction générale de la police, il y a au nombre de 75. Enquête qui ouverte pendant mois tout, il y a au nombre de 79. Donc, recommandation de renvoi que l'inspection générale a adressée à la direction générale, il y a au nombre de 3. Donc, une pour blessure mortelle et 2 pour corruption. L'inspection générale tout recevoir 19 lettres, copies de 19 lettres de félicitations qui adressées aux agents de la PNH et l'ensemble de ces félicitations ont été adressées par la direction départementale de l'Ouest. Et nous-mêmes, nous avons l'occasion, même temps conjointement avec DDO, pour nous féliciter tous les policiers qui, d'une façon ou d'une autre, fait honneur à la police ou bien été engagés dans un travail quelconque pour la police nationale d'Haïti. Donc, ça c'est grave dossier que nous traitons et nous voyons la direction générale là, de janvier à septembre. Donc, on a remarqué pour moi ça, pic là, c'est pic élevé, donc c'est 75 dossiers contrairement à mois précédent. Donc, côté niveau qui est plus bas, c'est au mois de janvier, côté dévoré 45 dossiers. Donc, en dehors du mois de septembre, niveau de dégâts plus haut, c'est au mois de mai. Donc, actes d'enquête que nous réalisés pendant le mois de septembre, donc c'est 820 actes d'enquête qui posés par tous les enquêteurs pendant ce mois de septembre. Donc, l'inspection générale fait 227 convocations, il fait 220 auditions, il fait 45 enquêtes de voisinage, il fait 45 invitations, il fait 50 confrontations, il a retenu chèque 192 policiers, donc soit pour refus de prendre soin ou bien pour dette. Donc, il y a 17 mesures conservatoires, il y a 3 isolements, donc il a levé 9 mesures conservatoires et il a levé 5 isolements pendant le mois de septembre 2016. Ce samedi 1er octobre ramène la journée internationale des personnes âgées. Au niveau local, aucune manifestation officielle n'a été annoncée pour commémorer cette journée. Entre-temps, la caisse d'assistance sociale des bénéficiaires exprime des grognes. Ils se plaignent énergiquement contre le comportement jugé violent et agressif des agents de sécurité de la boîte. Toutefois, les personnes âgées félicitent cette administration qui s'évertue à verser à temps les frais mensuels aux bénéficiaires de la CAS. Ces derniers plaident en faveur d'un système de protection sociale capable d'améliorer la situation des gens économiquement vulnérables de la société. Suivant les réactions de quelques bénéficiaires, au micro de Jean-Alain Makajou et de Bernardo Valséné. Même quand machine va bien mal la caméra, va se depuis là ma primaire. Non, pas chaque mois. Nous comprenons pas 3 mois au Babon. Les opinions là, on seul mois au Baou, on va avec déception. On va depuis 6h du matin.
sécurité, yo maltraité, yo pas l'avoir l'aide, yo maîtriser, yo pousser, yo faire toute qualité bagaille. Je dis là, tout le monde doit faire directeur général, notamment des qui sont pas. Ça me demande yo prendre soin malheureux, puis c'est yo moins pas la sécurité, yo maltraiter moun yo, mépriser moun yo, pousser, yo pas l'avoir tant que chien, yo pas l'avoir tant que haïtien, yo maîtriser, yo pas mal de valeur. Bon, oui, utilement ville parce que si pas utilement depuis 6 heures du matin là, batap là. À nos jours là, même une troisième petite moi qui fait troisième là, à nos jours canel dans direction peut-être l'argent. Même là ça va pas faire rien pour l'argent de là ça va pas faire rien. Et c'est pas un seul petit monde. Tenue ce vendredi 30 septembre 2016 d'une conférence débat au local de la plateforme des organisations de défense des droits humains autour du thème élection droits humains réalisée dans le cadre des vendredis de la plateforme. Cette activité visait à sensibiliser la population sur les liens existants entre les élections, les droits humains et la démocratie. Le secrétaire exécutif de l'organisme de défense des droits humains appelle les autorités du pays à prendre toutes les dispositions en vue de garantir la tenue des élections dans un climat serein. Arlémy Pierre-Vélus encourage la population à prendre le chemin des urnes le 9 octobre prochain. Dans le cadre de la conférence débat Jodia, nous avons réfléchi sur l'élection, droit monde et démocratie. Donc nous faisons réflexion ça dans un contexte côté dans un contexte électoral, côté Jodia, dans moins de 11 semaines encore, le pays a gagné pour réaliser les élections. Mais nous faisons réflexion sur une date qui est historiquement importante dans le cadre du processus démocratique, qui c'est le 30 septembre. Donc on est le 30 septembre, c'est le coup d'État qui est fait contre le premier gouvernement démocratiquement élu, le gouvernement Aristide qui est sorti dans l'élection 16 décembre 1990. Donc c'est dans le contexte global ça, on a fait une conférence ce matin, côté on a essayé de poser question élection dans le pays d'Haïti. En fait, tout après 86, on connaît les transitions démocratiques qui étaient annoncées. Dans la transition démocratique, nous connaissons que les élections sont un élément fondamental dans tout régime démocratique, sont un élément important. Mais pendant la transition démocratique, différentes élections qui sont réalisées pendant le pays, nous avons gagné un ensemble de problèmes là-dedans, mais il y a un bagage tout qui fabrique le régime démocratique malgré l'élection. C'est question impunité, question corruption et question insécurité. Il y a toute situation socio-économique population et ça qui y a à droits sociaux qui de plus en plus a détérioré. Donc éléments ça yo menacé, yo fragilisé le processus démocratique. Et dans ce sens aujourd'hui à côté d'un contexte électoral, nous pas remarqué dans le programme politique soulevé un ensemble de problèmes qui traversé la société, il n'y a vraiment pas fait débat dans le programme politique alors que le contexte électoral son moment côté de monde qui aspirent à occuper des postes ou bien à devenir président, pour être capable de présenter des programmes sur des problèmes qui ont brassé la société. Pour dire comment ils comptent aborder la question de l'arrivée président, puisque dans le processus démocratique, ou bien dans la démocratie représentative, les citoyens eux-mêmes, à travers le bulletin de vote, ils délégué pouvoir avec un citoyen, ou bien avec des élus pour aller défendre les intérêts. Donc, il faut que dans le programme politique, vraiment, gagner des éléments qui paraissent qui montrent que le problème de la population les prend en compte. Donc, je dis, nous avons fait réflexion ça pour essayer de sensibiliser et participer sur la capacité qui gagne entre question élection, droit monde et démocratie. Le mouvement des enseignants des écoles nationales annonce un arrêt de travail de 2 jours, lundi 3 et mardi 4 octobre prochain. Le porte-parole du mouvement, Jean-Emmanuel, accuse les autorités du ministère de l'Éducation nationale qui n'ont rien fait en vue de répondre aux revendications des enseignants.
Ces derniers réclament un salaire de 50 000 gourdes pour le premier et deuxième cycle et la nomination des enseignants qui travaillent depuis des années sans avoir reçu leur lettre de nomination. Mouvement des enseignants des écoles nationales a annoncé semaine qui sont passées à côté il y a une grève que nous devons faire le 3 octobre. Malgré nous annoncer grève là 2 semaines avant, nous pensons que le ministre a penché sur ça parce que nous avons un ensemble de revendications nous mettons devant le ministre pour prendre réaction envers les revendications pour éviter grève la fête. Je dis à la nous, ce n'est pas les gens qui fait éducation dans le pays. C'est les gens qui viennent craser le système. Nous avons un ensemble de revendications qui étaient là. C'était un salaire de base de 50 000 gourdes pour les professeurs premier et deuxième cycle. Et encore, nous avons payé tout enseignant qui est avec l'aide dans le MEO depuis 2013 à nos jours. Et encore, c'est nommé enseignant qui est dans la salle de classe. Je dis à nous, le ministre Campé Red, il n'a pas dit rien sur ça que nous te disons, sur l'ensemble des revendications. Mais nous regardons, et peut-être ça, nous demandons tout enseignant, côté ministre Campé Red, il n'a pas répondre avec nous, nous demandons tout enseignant, lundi 3, Campé travail pour jusqu'à ce que nous répondions avec l'ensemble des revendications. Et pas seul dans le système pour qui professeur premier, deuxième, troisième cycle seulement qui gagne droit pour camper. Nous demandons tout professeur lycée autour. Et appuyer grève ça, il faut camper parce que nous avons ensemble des revendications qui sont dedans et revendications qui pour eux. Parce que regardez, il y a beaucoup de lycée qui avec les mais on va jamais payer tout. Il y a beaucoup de lycée qui ont salaire de dictateur qui on va jamais faire rien pour eux. Et nous demandons une augmentation pour eux tout. Et nous demandons un salaire de base de 50 000 gourdes pour enseignants pour le premier, deuxième cycle. Parce que un enseignant, à nos jours, pas qu'à vivre avec 10 000 gourdes dans le mail. Nous payons cher comme ça, nous payons qui dure comme ça. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre dans une situation ça. Et à présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Parfois munis de bombes à guider laser et GPS, ces rafales de l'armée française s'envolent pour une mission top secret. Aucune précision n'est donnée par le ministère de la Défense sur les cibles visées. Mais c'est bien en direction de la Syrie et de l'Irak qu'au moins 12 rafales ont décollé peu après 6 heures ce matin, heure locale. Le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale a un objectif, la lutte contre Daesh. Alors qu'au sol en Irak, depuis des semaines, l'armée irakienne tente de reconquérir village après village. Positionné actuellement à une 50aine de kilomètres de Mossoul, le fief des djihadistes. La résistance est âpre, mais le groupe terroriste est encerclé par les forces kurdes et irakiennes. Les Kurdes sont ici au nord, en jaune. L'armée irakienne est au sud, en rouge sur cette carte. Pour appuyer les forces irakiennes, justement, Barack Obama a annoncé cette semaine l'envoi de 600 soldats américains supplémentaires pour participer à l'offensive sur Mossoul. La France vient aussi de déployer 4 canons d'artillerie sur cette base reprise en août à Daesh. Mossoul, c'est 1 500 000 habitants. Si certains ont déjà fui, les organisations humanitaires se préparent elles aussi de leur côté. Elles redoutent un exode massif de civils en cas d'offensive. Plus d'1 million de personnes pourraient être déplacées lors de la prochaine offensive. Et nous prévoyons qu'au moins 700 000 personnes auront besoin d'aide, d'abris, de nourriture, d'eau. La reconquête de Mossoul, qui doit intervenir officiellement avant la fin de l'année, sera lente et périlleuse. La population est à majorité sunnite et une partie d'entre elles soutient en effet le groupe État islamique. Le 30 septembre 2015, la Russie lance une campagne de bombardement aérien en Syrie pour venir en aide à son allié Bachar al-Assad et préserver ses intérêts au Proche-Orient. Nous allons seulement soutenir l'armée syrienne dans sa lutte contre les groupes terroristes. Deuxièmement, notre soutien à la Syrie se fera uniquement par l'aviation. Nous ne mènerons pas de combat terrestre.
Et troisièmement, ce soutien se prolongera aussi longtemps que l'armée syrienne mènera des campagnes d'attaque. Tirs de missiles depuis la Méditerranée et la mer Caspienne, bombardiers envoyés depuis la Russie, Moscou déploie tout son arsenal et teste ses nouvelles armes. Une démonstration de force qui redonne de l'élan aux troupes syriennes. Elles reprennent fin mars la cité antique de Palmyre au groupe État islamique. La Syrie agit comme un condensé du rôle joué par la Russie dans les affaires internationales, notamment au Proche-Orient. Ce rôle s'est considérablement étoffé par rapport à ce qu'il était il y a 3-4 ans. Mais le Kremlin est sous le feu des critiques. Les Occidentaux et les opposants syriens au régime de Bachar al-Assad l'accusent de cibler les rebelles plutôt que les combattants de l'État islamique. Il est important d'arrêter ces massacres. Vous savez, notre peuple, nos enfants se font tuer par les bombardements russes ou meurent de faim. Début septembre, Russes et Américains arrachent un accord de dernière minute pour une trêve. Mais le cessez-le-feu dure moins d'une semaine. Les Occidentaux accusent la Russie d'avoir fait échouer la trêve. Nous savons qu'il ne peut pas y avoir de paix en Syrie si la Russie reste déterminée à mener cette guerre. Sur le terrain, des bombardements plus intenses que jamais frappent la ville d'Alep. Un an après le début de son intervention en Syrie, la Russie semble désormais prête à une guerre totale contre les rebelles. Gary Johnson, c'est le troisième homme de la campagne américaine, celui que personne ne connaît mais qui gagne à être connu, surtout lorsqu'on lui demande qui est son dirigeant étranger préféré. Quel est votre dirigeant préféré? Mon préféré? Oui, dans n'importe quel continent, n'importe quel pays, citez-moi un dirigeant étranger que vous préférez. Le présentateur a beau lui donner du temps, Johnson est incapable de répondre. Je sais pas, le Canada, le Mexique, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Un seul dirigeant que vous aimez bien. Une nouvelle gaffe pour celui qui est quand même crédité de 10% d'intention de vote. Un impulsif qui n'hésite pas à s'en prendre aux médias, qui considèrent qu'il ne sert à rien d'autre qu'à brouiller les cartes. Je dois vous dire, ce que vous faites est une horreur. En début de mois, Johnson s'était fait remarquer, ne semblait même pas connaître une ville de Syrie, pourtant en pleine actualité. Qu'est-ce que vous feriez pour Alep si vous étiez élu président? À quel sujet? Alep. Mais c'est quoi Alep? Vous plaisantez? Non. Gary Johnson n'a aucune chance de victoire le 8 novembre prochain, mais il est déjà reconnu comme le monsieur gaffe de la campagne. Dans le New Jersey, l'enquête continue après le crash d'un train à Hoboken hier. L'une des deux boîtes noires a pu être récupérée. Une deuxième reste pour l'heure inaccessible. Les enquêteurs espèrent qu'elles contiendront des indices sur la cause du crash. Une personne est morte et 114 ont été blessés hier. Ce qu'on sait de l'accident, c'est qu'il pose la question de l'état des infrastructures ferroviaires aux États-Unis qui pâtissent depuis des années d'un manque d'investissement. C'est ici que s'achève le journal édition 62. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.